Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes hypersensibles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs qu'on vous dise que vous étiez trop sensible, trop extrême, toujours dans le drama queen? Si c'est le cas, écoutez bien cette vidéo parce que ça vous concerne, cette vidéo. Et d'ailleurs, on va voir comment votre hypersensibilité peut saboter votre vie amoureuse et vos relations avec les hommes. On va rationaliser tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de stigmatisation, ça a été beaucoup trop stigmatisé, l'hypersensibilité, mais de l'autre côté, ça a été aussi un peu trop romantisé. Pour moi, l'hypersensibilité n'est ni un super pouvoir, ni une tare ou une maladie. C'est un trait, et on va parler de ça. On va voir comment vous pouvez gérer au mieux. Alors, l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est qu'on ressent les émotions plus fortement que les autres. Que ce soit nos émotions, ou les émotions des autres. On voit également, on a une perception sensorielle qui est plus aiguë. Je vois la lumière plus fortement que les autres, j'entends les bruits plus fortement que les autres. Ça, vous le savez. En des termes plus scientifiques, on dirait que une personne hypersensible, elle a un seuil d'activation physiologique plus bas que la moyenne. C'est-à-dire qu'il en faut peu pour éveiller votre corps, pour le mettre dans un état d'alerte, pour le mettre dans un état de réveil. Tiens, là, il se passe un truc, boum, boum. Soit aux aguets, soit vigilante. Cet état d'activation physiologique, c'est typiquement ce qui peut nous pousser à être soit dans un état dit de fuite ou de combat, mais aussi simplement de réveiller un petit peu le système endocrinien avec le cortisol, les hormones. C'est ce qui réveille notre corps aussi, c'est ce qui nous met en mouvement. Ça, c'est l'activation physiologique. Et il y a des gens pour qui cette activation, elle se fait plus rapidement, plus intensément que les autres. Et c'est pas une maladie, c'est pas un problème. Il y a des gens, ils partent plus vite. Boum, ils sont réveillés plus vite. Il leur en faut peu pour basculer dans cet éveil. Vous prenez un même événement, exactement le même événement, il sera interprété différemment par deux individus différents. Deux enfants, vous les mettez dans la plage, sur la plage, face à une vague, une grosse vague, ils se font tous les deux renverser. Il y en a un qui peut pleurer toutes les larmes de son corps et l'autre qui peut, au contraire, s'amuser et éclater de rire. La même vague, au même endroit, même moment, même âge. On n'est pas tous égaux face aux événements qui nous arrivent. On n'est pas tous égaux face à la perception et l'interprétation de ces événements. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au rejet, à l'abandon. Peut-être, mesdames, que vous qui êtes peut-être hypersensibles, vous avez vécu, comme tout le monde, un rejet dans votre enfance. Ce que vous avez interprété comme un rejet, réel, fantasmé, peu importe. Vous étiez en maternelle, amoureuse d'un petit garçon, vous lui faites une déclaration d'amour, il veut pas, et là, bam, votre monde s'effondre, douleur intense. Douleur plus intense que pour la majorité des enfants. Peut-être qu'un jour, maman est au téléphone, papa est pas dispo, il travaille, vous tirez un pan de son manteau, vous dites j'ai besoin de ton attention, il veut pas, boum, vous le vivez avec une douleur intense. Et cette douleur-là, votre corps, il s'en souvient, il accumule. Très tôt dans votre vie, ça accumule. Vous n'aurez rien pu y faire. Cette douleur, que vous le vouliez ou non, votre corps, il était programmé pour la ressentir de manière plus intense que la moyenne. Peut-être même que votre frère ou votre sœur. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'a pas tous le même système nerveux autonome. On n'a pas tous le même seuil d'activation physiologique. Mais parce que vous avez vécu ces douleurs, votre corps, il veut vous protéger. Donc il veut vous dire, attention, on va faire attention maintenant. On va te mettre dans un état de stress par rapport à ça. Au même titre que lorsque vous êtes gamin, vous touchez une plaque chauffante, poum, ça pique, ça fait mal quoi. C'est rouge, ça pique, on apprend que rouge, pas bien, plaque chauffante, pas bon, ça fait mal, on n'y touche plus, et si je vois une plaque chauffante, il y a un petit stress quand même, hein, je fais gaffe. Votre corps, c'est une machine, alors c'est peut-être pas une machine, on est des mammifères et il y a quelque chose de très primaire chez nous, c'est plaisir bon, douleur pas bon. Rejet, ça a été associé à douleur, douleur intense. Donc maintenant, dès lors que je vais devoir me rapprocher d'un autre humain pour créer de l'attachement, pour m'attacher, je vais me dire attention, risque de rejet.
risque de douleur intense. Le rejet, c'est l'abandon. C'est normal que votre corps y réagisse. J'ai vécu une fois ce rejet, 2 fois, 3 fois. Maintenant, la prochaine fois que je vais me retrouver dans une situation où je commence à m'attacher, où je commence à développer un lien avec un humain, je vais angoisser. Parce que la plaque chauffante, je peux l'ignorer, je peux ne pas m'en rapprocher, mais l'humain, j'en ai besoin. On a besoin de se retrouver avec des humains. On a envie de retrouver un homme, on a envie de retrouver un partenaire de sexe opposé, mais en même temps, on sait qu'on prend le risque de vivre cette douleur intense qu'on a commencé à vivre très tôt. Et notre corps a conditionné, notre esprit, notre corps s'est conditionné à faire attention lorsqu'on se retrouvait dans des situations où il y avait de l'attachement. Ça fait qu'on se retrouve dans une angoisse, dans une peur permanente de l'abandon. Et c'est cette peur de l'abandon qui est un produit type, qui est un effet typique de l'hypersensibilité, cette peur de l'abandon, elle va vous pousser à adopter des mauvais comportements, des comportements qui vont pousser à la rupture amoureuse. Votre corps, il réagit de la manière qu'il peut. C'est pas lui qui est mauvais. Votre corps, il fait ce qu'il peut. Votre corps, il fait ce qu'il peut pour vous protéger. Vous faites ce que vous pouvez pour vous protéger. Je veux absolument pas que vous vous culpabilisiez en vous disant « je suis hypersensible, je suis un cas désespéré, c'est pas possible. Dès que je commence à m'attacher, je suis dans un état de peur, de stress, de peur de rejet. Et tout dans ma vie est vécu trop intensément. Le moindre signe de désintérêt, de détachement, tout ça, c'est vécu avec douleur. » C'est pas grave. C'est chiant. Mais je veux pas que vous vous disiez « putain, j'ai merdé, c'est ma faute, c'est ci, c'est ça ». Parce que c'est pas votre faute. Il y a des choses qui vous dépassent. Et pourtant, je suis quelqu'un qui croit vraiment au libre arbitre. On a un potentiel et il faut qu'on fasse tout pour l'atteindre. Mais il y a des choses qu'il faut apprendre à accepter. Votre système nerveux autonome, votre seuil d'activation physiologique, il est tel qu'il est. Il est le fruit de votre patrimoine génétique. Il est le fruit peut-être même de centaines de milliers d'années d'évolution. Vous n'y pouvez strictement rien. Il faut l'accepter, il faut l'embrasser, et le plus tôt le mieux. Et d'ailleurs, je vous félicite. Je vous félicite d'être ici. Je vous félicite de chercher à mieux comprendre comment vous fonctionnez, parce que pour moi, c'est vraiment la clé pour améliorer sa vie. C'est d'être curieuse. Tout part d'une curiosité. Donc je vous félicite pour votre curiosité, je vous félicite pour votre ouverture d'esprit. Maintenant, on va continuer sur cette peur de l'abandon et à quel point cette peur de l'abandon, elle peut vous pousser à adopter des fausses bonnes solutions, de mauvaises stratégies de coping. C'est le terme un peu plus scientifique. Quand on a peur de l'abandon, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a vécu ces rejets qui ont été vécus avec une douleur intense, eh ben on va tout faire pour plus se retrouver dans cette situation. Notre corps nous protège. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on va peut-être se dire je vais devenir la fille parfaite. Parce que si je suis la fille parfaite, je me ferai pas rejeter. Si je suis la fille parfaite, il partira pas, il m'abandonnera pas. Donc on devient une gentille fille, une gentille fifi. On devient exemplaire, on fait tout pour lui. Finalement, on va même un peu plus loin que ça. On imite ses passions, on reprend ses passions, on reprend sa manière de parler, on imite, on reprend ses opinions, on adopte ses opinions parce que si je suis comme lui, il va m'adorer. C'est vrai, les gens aiment les gens qui leur ressemblent, c'est tout à fait vrai. J'ai presque envie de dire c'est rationnel. On adore les gens qui nous ressemblent. Parce que le fait d'imiter le langage du corps de l'autre, c'est malin, d'une certaine manière. En anglais, les Américains, ils appellent ça le mirroring. Le mirroring, c'est-à-dire d'imiter le langage du corps, et c'est particulièrement utilisé en vente. Si je me retrouve face à quelqu'un, j'ai envie de l'influencer, il croise la jambe, je veux croiser ma jambe, etc. Ok, très bien. Le problème de ça, c'est que on finit par devenir une coquille vide. Parce que moi, c'est quoi mes passions ? C'est quoi mes opinions ? Qui je suis si ce n'est le reflet de l'autre ? Et le jour où il me quitte, mais c'est encore plus dur. Parce que je savais même pas qui j'étais au fond. Enfin, je me retrouve à... J'étais presque en symbiose avec lui, mais le jour où il me quitte, je deviens qui ? Je suis qui ? Ah, je sais pas, parce que j'ai pas pris le temps de me poser les questions. J'ai tellement voulu être comme les autres pour plaire à tout le monde, pour pas déplaire, pour pas me retrouver abandonné, à développer les mêmes passions que les gens, à faire tout ce que les gens voulaient. Alors certes, c'est super, on développe une superbe empathie.
On comprend bien les gens, on arrive à se mettre à leur place. En des termes plus gratifiants, on aurait pu dire on devient un caméléon social. Mais au détriment de ses propres valeurs, de ses propres opinions, de ce qui nous fait réellement vibrer, et au risque finalement de se retrouver vide. Parce qu'on est une gentille fille, parce qu'on est parfaite. Du coup, on est une fille cool. Donc on dit pas non. On met pas de limite. Bah non, on est une fille cool. On est une fille. J'ai face à moi un mec qui a envie de faire tel et tel truc, je vais être la fille cool. Bah sinon, je peux pas prendre le risque de me faire abandonner. Donc je n'ose pas mettre de limite. J'accumule peut-être de la frustration, de la tristesse, mais je dis rien. Et peut-être même que j'accumule encore plus de tristesse et de frustration parce que justement, cette tristesse, je la ressens encore plus forte que les autres. Mais je ne dis rien parce que le pire pour moi, ce serait de me faire abandonner. Et je l'ai déjà vécu. Et cet abandon, il est terrible. Je ne peux pas prendre le risque de revivre ça. Donc je dis oui à tout. Il n'y a pas de limite. Il y a autre chose. D'encore plus compliqué à gérer, d'encore plus douloureux, qui va se produire lorsqu'on a cette peur de l'abandon, c'est que vous êtes hyper vigilante au moindre signe de désintérêt. Parce que vous avez peur, parce que votre corps il cherche à vous protéger. N'oubliez pas, vous êtes en état d'activation physiologique, vous êtes aux aguets. C'est un peu comme si derrière chaque fait, derrière chaque geste, derrière chaque parole, pouvait se cacher un tigre à dents de sabre, qui allait vous sauter dessus et vous bouffer. Et donc vous êtes là, vous scrutez, vous êtes aux aguets, vous êtes hyper vigilante, vous êtes en hyper vigilance. Alors vous, encore une fois, vous développez une superbe empathie, mais une empathie qui est spécialisée sur les émotions négatives, sur la moindre lueur émotionnelle sur le visage de votre mec qui pourrait laisser penser qu'il va vous abandonner, qu'il ne veut plus de vous, qu'il vous aime moins, que vous l'avez déçu, qu'il va vous trahir, qu'il va se barrer. Et donc vous êtes dans cet état permanent de vigilance. Votre corps, il se repose pas. L'amour, c'est quand même d'abord et avant tout un moment où il faut se détendre, où il faut récupérer. C'est pas un moment de survie, l'amour. À quoi bon sinon ? Si on est dans un état de survie, c'est compliqué même de créer un lien avec la personne en face de soi. Donc quand on est tendu, quand on est hypersensible, on est vigilant à tous les stimuli négatifs. On devient une spécialiste pour les repérer, pour les identifier. Et parfois même pour exploser. Parce que la moindre lueur émotionnelle d'une émotion négative va être complètement extrapolée, va être complètement surpondérée dans votre évaluation. Et vous allez peut-être exploser, vous allez peut-être exploser en sanglots pour quelque chose qui est considéré par l'homme en face de vous comme insignifiant. Il ne le comprend pas. Il ne comprend pas dans quel état vous êtes. Il le voit pas, ça. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit en surface. Il voit pas qu'au fond de vous, il y a un tourbillon d'émotions, une tornade, quelque chose qui s'accumule comme un volcan qui est prêt à exploser. Il le voit pas, ça. Il est peut-être à des années-lumière de se douter de ça. Par contre, ce qu'il va voir, c'est l'explosion. Ce qu'il va voir, c'est le drama, entre guillemets, qui peut en découler. Je dis bien entre guillemets, mais c'est ce qu'il voit avec ses propres yeux. Et donc finalement, ce qui est terrible, c'est que vous finissez par provoquer ce que vous craignez le plus. Parce que vous voyez du négatif là où il y en a peut-être, mais vous l'extrapolez, parce que c'est pas, encore une fois, l'empathie, moi j'ai confiance en l'empathie de l'hypersensible, mais je n'ai pas confiance en sa précision. C'est-à-dire que l'empathie, lorsque vous avez une plus grande sensibilité aux émotions négatives d'autrui, particulièrement là dans ce cas précis, généralement elle est bien, mais c'est juste que le degré de sensibilité il est beaucoup trop fort. Et que vous allez peut-être voir une simple lueur de colère, d'agacement dans le regard d'un homme, par exemple, et vous allez en faire toute une montagne en pensant que c'est la fin. Vous allez peut-être voir l'absence d'un smiley dans son texto, boum, vous en faites toute une montagne. Merde, pourquoi il m'a pas dit bonne nuit avec un smiley, il m'a juste dit bonne nuit cette fois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Boum, suranalyse. On surinvestit du temps, on essaie de comprendre quelque chose là où il n'y a pas grand-chose à comprendre finalement. On surinvestit énormément d'énergie. Il y avait peut-être effectivement un agacement, mais une émotion, c'est temporaire. Une émotion, ça ne veut pas dire qu'on prend une décision fondamentale derrière. C'est pas parce qu'il y a une lueur d'agacement sur le visage d'un homme que ça signifie qu'il sera éternellement agacé, que ça signifie que c'est la fin de la relation, que ça signifie même qu'il y a une dégradation de la relation. Les émotions, ça va, ça vient, c'est temporaire. Ça disparaît même souvent très vite. Donc c'est pas une différence de nature, c'est souvent une mauvaise interprétation de degré.
La nature de l'émotion est peut-être bien identifiée, mais avec une mauvaise sensibilité, avec un degré qui est complètement à côté de la plaque. Vous voyez un immense agacement, par exemple, une volonté de vous quitter, une volonté peut-être de trahison de sa part, alors qu'en fait, il y a juste quelque chose de beaucoup plus banal. Et je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, je vous avais dit, les femmes ont cette fabuleuse capacité à romantiser l'indifférence d'un homme, mais là, en l'occurrence, je dirais, les femmes hypersensibles ont cette fabuleuse capacité à catastrophiser une émotion banale, voire même pas une émotion, un substrat, j'ai pas le terme là, j'aimerais bien le trouver, un bébé sentiment, même pas une bébé lueur une expression, mais qui veut pas dire grand chose, quoi. Quand on a peur de l'abandon, notre corps, il accorde beaucoup plus d'importance aux stimuli négatifs, qui sont potentiellement un danger pour lui, parce que abandon, plutôt qu'aux stimuli positifs. Ah, mon copain, il m'a dit un truc gentil, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a fait un compliment. Ok, très bien, je le prends, machin. Mais en fait, juste avant, il avait retiré son smiley dans son texto. Boum, j'accorde beaucoup plus d'importance à ça. Parce que je suis dans un mode survie. Je fais une sélection des informations qui arrivent en ma conscience. Je sélectionne, je surinvestis beaucoup plus d'énergie sur le négatif, sur ce qui est potentiellement dangereux pour moi et ma survie. Votre corps cherche à vous protéger. Il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut l'accepter, mais il faut aussi le rassurer et lui dire « Ok mon corps, je ne sais pas comment vous l'appelez votre corps, ok, c'est bien, tu cherches à me protéger, mais là je suis bien en fait, c'est bon. C'est bon, tranquille, il n'y a pas de danger. » Bon, alors là vous vous dites « Léo, t'es bien sympa, mais tu nous as bien déprimé avec ta vidéo. » Et alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas déprimé en fait, mais moi je vais vous donner mon point de vue sur tout ça maintenant. Comment vous pouvez gérer tout ça? Je pense que la solution, elle se trouve dans l'amour. La solution, c'est, comme disait Che Guevara, c'est l'amour. Quand on lui demandait pourquoi les révolutionnaires allaient faire la révolution à Cuba, il disait l'amour. L'amour peut étouffer la peur. Pourquoi chercher à réduire la peur quand on peut augmenter l'amour? Et je vais vous dire ce que j'entends par amour, parce que l'amour, c'est deux choses pour moi, il y a deux éléments là-dedans. Il y a l'amour que vous portez à vous-même, l'amour de votre propre corps déjà. Votre corps, il fait ce qu'il peut. Votre corps, il fait tout pour vous protéger. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas vous culpabiliser en vous disant que vous êtes nul, que vous êtes un cas désespéré, c'est faux. Vous êtes le fruit de votre patrimoine génétique, vous êtes le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution, et c'est très bien comme ça. Votre corps, il est parfait. Il est parfait tel qu'il est. Et le plus tôt vous l'acceptez, le plus tôt vous acceptez qu'il est là pour vous protéger, qu'il veut vous faire du bien, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Donc accepter les choses qu'on ne peut changer, ça ne veut pas dire se complaire dans la passivité. Ça veut dire j'accepte, mais pour avancer plus vite. Ce qui nous amène à la deuxième partie. L'amour. Je vous ai dit l'amour de vous, l'amour de votre copain. L'amour de l'homme, peut-être aujourd'hui il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais vous allez tout faire, parce que vous avez un contrôle, vous allez tout faire pour trouver un homme qui vous comprend, qui vous aime et qui est bienveillant, et vous lui expliquerez, vous communiquerez avec lui sur tout ça. Et je suis persuadé que c'est l'amour d'un homme ou l'amour d'un humain, on va dire, qui vous aidera à mieux vivre, voire même à guérir de ces peurs de l'abandon. J'ai pas dit guérir de la sensibilité elle sera toujours là. Mais les peurs de l'abandon, tous ces mécanismes qu'on a vus juste avant, ces fausses bonnes solutions, vous pouvez y travailler dessus, avec un homme. C'est avec lui, c'est comme les troubles de l'attachement. Les troubles de l'attachement, ils se soignent avec l'être qu'on aime, avec une figure d'attachement. C'est un travail d'équipe, ça se fait à deux. Mais pour ça, il faut communiquer. Il faut apprendre à communiquer, c'est la base de tout. En amour, entre un homme et une femme, c'est déjà pas facile.
On est très différents, a fortiori, quand on a de la sensibilité élevée comme ça. Il y a des hommes qui peuvent ne rien comprendre face à ça. Il faut apprendre à bien communiquer avec eux. Et communiquer, ça ne veut pas forcément dire on s'assoit l'un l'autre, face à face, comme ça, et il dit maintenant, il faut qu'on parle. Communication, c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est pas forcément verbal. Si vous êtes curieuse, allez voir juste en bas, je vous mets un lien, ça s'appelle la communication fusionnelle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.